Dans les coins ténébreux de la criminalité internationale, là où le pouvoir, la tromperie et la brutalité se fondent en une sinistre danse, un nom surgit, un nom synonyme de puissance et de crainte, une ombre que nul n'a su découvrir et qui est à l'origine du chaos orchestré par le terrible cartel de Sinaloa. En ces heures sombres de la criminalité, nous nous aventurons dans l'obscurité profonde, là où le destin d'un humble fermier, voué à une vie de souffrance, bascule brutalement pour le propulser au sommet de la liste des individus les plus insaisissables que les forces de l'ordre mondial n'aient jamais traqués. Plus puissant que El Chapo, roi en la matière de nouer des alliances, voici le sombre récit de El Mayo Zambada, le boss du cartel de Sinaloa. Nous sommes en 2018 lorsqu'El Chapo se fait capturer pour la 3e fois et extradé et condamné aux États-Unis pour tous ses crimes. El Chapo plaide non coupable à la surprise de tout le monde et mentionne un nom que très peu ont entendu ou même connaissent à cette époque, il s'agit de El Mayo Zambada. Selon El Chapo, El Mayo est le véritable patron du cartel de Sinaloa. El Mayo était l'homme qui tirait les ficelles dans l'ombre depuis le début, mais El Mayo était aussi un homme qui n'a jamais passé une seconde en prison de toute sa vie, alors qui est ce mystérieux baron de la drogue? Les affirmations d'El Chapo sont-elles vraies et s'il est si puissant, comment a-t-il pu rester caché toute sa vie? Le baron de la drogue est tellement hors du réseau, tellement inconnu, qu'il est presque devenu une légende. Certains ne croient même pas qu'il existe. Pourtant, El Mayo existe. Ceux qui le connaissent de près disent qu'El Mayo ne parle jamais au téléphone. Contrairement à El Chapo, qui lui aimait la célébrité jusqu'à ce qu'il soit attrapé, El Mayo a toujours préféré l'obscurité jusqu'à ce qu'il devienne impossible à attraper. El Mayo est né le 1er janvier 1948, son vrai nom est Ismael Mario Zambada Garcia, et toute son enfance s'est déroulée au cœur de Sinaloa, au Mexique. El Mayo était si pauvre qu'avant d'être adolescent, il a exercé une multitude de petits boulots, allant de nettoyeur de voitures à chauffeur de camion. Cependant, le seul travail qui l'a accompagné tout au long de son adolescence et qui lui a permis de manger était l'agriculture, mais il ne s'agissait pas de bétail, de poulet ou de maïs. Ishmael était un gomero, un mot utilisé au Mexique pour désigner un cultivateur de pavot à opium. Essentiellement, il cultivait de la marijuana et la vendait à petite échelle. La vie allait vite pour Zambada, à tel point qu'à 17 ans à peine, il épousait sa petite amie, Rosario Cardoza. Moins d'1 an après leur mariage, ils avaient le premier des 7 enfants qu'il allait avoir ensemble et à mesure que sa famille s'agrandissait, le poids écrasant de ses responsabilités augmentait aussi. Finalement, Zambada désespéré a commencé à faire ce que toute personne ayant une famille à nourrir ferait. Il a commencé à chercher un moyen de gagner plus d'argent. Au premier jour du commerce de la drogue, la réponse à ces problèmes était aussi claire que le jour c'était en 1960. La demande de marijuana aux États-Unis était forte, il y avait tant d'opportunités, c'est pourquoi il est entré dans le commerce de la drogue avec Ineso Calderón Quintero qui était devenu son mentor. Quintero a pris Zambada sous son aile et lui a ouvert les yeux sur un éventail plus large de possibilités. Vous voyez, la marijuana était pour les petits joueurs de la ligue si Zambada voulait de l'argent, de la vraie richesse, le commerce de l'héroïne était la réponse. Très vite, il a pris les ficelles du métier pour diriger son propre réseau de distribution. En 1970, il était devenu un membre établi et de confiance du commerce de la drogue. Seul problème, à mesure que le commerce de la drogue au Mexique devient plus lucratif, des acteurs plus violents, plus et mieux organisés font leur entrée dans le milieu, ce qui place Zambada dans une situation très délicate. Il devait soit devenir lui-même un gros bonnet, soit explorer des territoires inconnus. C'est à ce moment-là que Zambada rencontre son prochain mentor, Antonio Cruz Vasquez. Si vous avez le goût du crime, les mots ne suffisent pas pour expliquer à quel point cet homme était légendaire. C'était un maître de la manipulation, un connaisseur du commerce de la drogue, et un terrible joueur qui ne se souciait pas de savoir combien il perdait. Une fois, il a perdu tellement d'argent qu'il a endetté le casino de plus d'un demi-million de dollars. Zambada et Vasquez se rencontrent, Vasquez est lui-même dans une situation désespérée, il vient de sortir de prison après 3 ans au Texas. En 1973, il embauche Zambada, relativement inexpérimenté et qui devient le fournisseur des clients de Vasquez aux États-Unis. Zambada s'est révélé bon et fiable, si fiable que Vasquez et Zambada sont devenus incroyablement proches, au point que le premier a fini par épouser la sœur de Zambada, Modesta. Cette période de croissance du Zambada était nécessaire car il allait apprendre plusieurs séries de leçons. La première série concernait le commerce de la drogue sous la direction de Vasquez. Zambada a appris les bases de la logistique commerciale, le fait de nouer des alliances avant d'encourager la guerre. Il a appris à soudoyer la police dans n'importe quel territoire où il opérait ainsi que le professionnalisme et de négocier la loyauté de ses associés. Au milieu des années 70, alors que le gouvernement américain fait pression sur le Mexique pour qu'il réprime les trafiquants de drogue, Vasquez commence à craindre que sa famille soit assassinée au Mexique.
Alors il fait déménager tout le monde, y compris El Mayo, aux États-Unis. La fin de l'alliance Vasquez-Zambada. Aux USA, leurs affaires ont prospéré encore plus qu'avant. Au plus fort de l'activité, ils gagnaient des dizaines de millions de dollars par an. Malheureusement, à mesure que leur argent augmentait, les appétits de la famille augmentaient aussi. Des vacances à des millions de dollars, des voitures de luxe, des fêtes somptueuses, et finalement les fédéraux ont commencé à s'intéresser à eux. En 1978, Vasquez a été arrêté après avoir été impliqué dans un coup monté de 18 millions de dollars. Sa capture a conduit à ce que le nom de Zambada apparaisse pour la première fois dans un rapport d'enquête. C'était une erreur et une leçon que Zambada allait apprendre très vite. Dès lors, il ne s'est jamais permis de profiter de sa richesse, il essayait de s'assurer que tout le monde autour de lui suivait le même principe. Vasquez a été condamné à 15 ans de prison et Zambada a hérité de tous ses contacts et opérations. Zambada avait obtenu ce qu'il avait toujours voulu, il était devenu un gros bonnet, un par un. Mais dans le commerce mondial de la drogue, Zambada n'était pas le plus gros. Félix Gallardo dit El Padrino était le gros poisson. Il était à la tête du cartel de Guadalajara, et quand il a vu l'efficacité de Zambada dans son travail, il l'a invité à rejoindre ses rangs dans les années 1980, et bien que Zambada ait accepté, un autre baron de la drogue était en train de se faire un nom. Il était froid, impitoyable et brutalement efficace. Il s'agit de Joaquín Archibaldo Guzmán alias El Chapo. On ne sait pas si El Chapo et Zambada ont travaillé ensemble, mais on sait qu'ils se connaissaient suffisamment bien pour que lorsque le cartel de Guadalajara s'est divisé en 3 factions, El Chapo se soit tourné vers El Mayo. En fait, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Le cartel de Guadalajara s'est scindé en 3, le cartel de Juárez, le cartel de Tijuana et le cartel de Sinaloa. Le cartel de Sinaloa était initialement dirigé par Alabama et El Chapo. Cependant, il contrôlait des territoires dans le centre du Mexique et se trouvait pris en sandwich entre le cartel de Tijuana qui contrôlait le nord-ouest du Mexique et le cartel de Juárez qui contrôlait le nord-est. Finalement, la guerre a éclaté et après plusieurs meurtres de chaque côté, El Chapo s'est tourné vers le seul homme qui pouvait le sortir de la situation dans laquelle il se trouvait. El Mayo était différent d'El Chapo sur un point particulier. C'était un maître négociateur qui pouvait obtenir ce qu'il voulait sans violence. Tout le temps passé sous les ordres de Vasquez avait affiné ses compétences. Je veux dire, au milieu d'une guerre de la drogue qui se préparait, El Mayo avait réussi à travailler pour des cartels de drogue rivaux tout en conservant sa propre autonomie et des contrats indépendants avec les réseaux de drogue colombiens. Il avait aussi fait ça en restant hors du radar du gouvernement. Les gens connaissent tous les cartels. Ils connaissent les noms. Ils connaissaient même El Chapo. Mais qui était El Mayo? En 1992, El Mayo était avec sa famille, fêtant l'anniversaire de son fils, quand tout à coup, ils ont entendu un gros boom dehors, en bas. Quelqu'un avait placé une bombe dans la voiture de la famille, et sans quelques retards de dernière minute, ils auraient été dans cette voiture, morts. Cette attaque était l'œuvre du cartel de Tijuana souhaitant la mort de El Mayo. On ne sait pas comment El Mayo a réagi à cette attaque, mais tout le monde sait que quelque chose a changé chez le chef de la mafia à partir de ce jour. Au lieu de se retirer du cartel et de disparaître avec sa famille, El Mayo a redoublé d'efforts dans les affaires du cartel de Sinaloa. Lui et El Chapo travaillaient ensemble pour dominer les territoires et décimer les territoires rivaux. Personne ne sait si les deux hommes avaient un accord ou s'ils travaillaient en étroite collaboration, mais tandis qu'El Chapo dansait sous les feux de la rampe, les fédéraux n'ont pas remarqué qu'il y avait un autre patron dans les coulisses. El Mayo opérait dans l'ombre de manière très efficace. Il était si efficace pour contenir les choses que même après qu'El Chapo ait été capturé 2 fois, rien n'a changé. C'était le travail habituel du cartel de Sinaloa. Et il y a même une rumeur selon laquelle El Mayo aurait facilité les 2 évasions d'El Chapo. Pour se venger de l'attentat contre sa famille, on ne peut qu'imaginer qu'El Mayo ait voulu la destruction du cartel de Tijuana. Cette affirmation peut être vraie ou fausse, mais considérez que le gouvernement mexicain a sévi contre le cartel de Tijuana pendant la guerre contre la drogue, mais a laissé le cartel de Sinaloa tranquille. Mais qui s'en soucie maintenant? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Lorsque le gouvernement mexicain a fini par s'attaquer au cartel de Sinaloa, il a fait tomber El Chapo. Pas le cartel de Sinaloa, et certainement pas El Mayo. En fait, il est devenu impossible de trouver El Mayo. Même lorsque le frère d'El Mayo, Jesus the King Zambada, a été arrêté en 2010 pour trafic de drogue et a commencé à parler de son mystérieux frère aux fédéraux, rien de ce qu'il a dit n'a rapproché les autorités de lui. Le fils d'El Mayo a depuis choisi de rester aux États-Unis par crainte de représailles du cartel pour trahison.
El Mayo est l'un des trafiquants de drogue les plus astucieux que le Mexique ait jamais engendré. Ce sont les mots de l'ancien agent de la DEA Mike Vigil qui croit qu'El Mayo reste dans les montagnes et n'en est pas sorti depuis des années. On croit aussi que l'âge l'a rattrapé, la rumeur veut qu'il soit atteint de diabète et que sa santé se dégrade laissant un vide au sein du cartel de Sinaloa, où les fils d'El Chapo et la faction de Zambada se disputent le contrôle. La seule chose qui maintient actuellement la paix au Mexique et le cartel de Sinaloa est le fait qu'El Mayo soit encore en vie. Mais dès qu'il mourra, le cartel de Sinaloa se divisera très probablement, et une guerre à grande échelle est presque certaine. La question brûlante que tout le monde se pose est de savoir si El Mayo sera capturé avant de mourir. El Mayo Zambada est aujourd'hui encore l'un des hommes les plus recherchés de la planète. Les autorités américaines offrent une récompense de 15 millions de dollars à celui qui donnera des informations permettant l'arrestation de El Mayo. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, nous reviendrons très vite avec de nouveaux reportages.